Bah, écoutez, d'abord, merci beaucoup de cette invitation. C'est vrai que j'aurais préféré, comme vous, j'en suis persuadé, être sur place, d'autant que, bon, bah, il y a encore un an, j'habitais la Suisse et que c'est vrai, je vais le rappeler, c'est pas la première fois que je travaille avec elle. Et avec d'autres, hein. J'ai refait des conférences à Sion, je me rappelle, qui avaient toujours été très intéressantes, y compris l'après-conférence. Oui, il y a du très bon vin blanc en Suisse. Donc, bon, je vais insister là sur un fait qui paraît évident, mais qu'il faut un petit peu travailler. C'est le fait que la lutte contre le harcèlement, ça ne peut se faire que collectivement. Alors, comment j'en arrive à cette conclusion qui peut paraître de bon sens, mais aussi qu'est-ce que ça change en réalité, parce qu'il faut se méfier des évidences. Bon, premièrement, très sincèrement, même s'il y a des programmes efficaces contre le harcèlement à l'école, il est vrai aussi qu'aucun programme n'est à lui seul totalement efficace. D'ailleurs, la modestie bien connue de ceux qui appliquent les programmes montre eux-mêmes qu'ils savent qu'il faut savoir adapter, faire ce qu'on appelle souvent du cousu humain, comme dit mon ami Égide Royer, du Québec, pour résoudre un certain nombre de cas, mais y compris au niveau de la prévention. Mais c'est quand même déjà très intéressant, les méta-analyses le disent, que ces programmes puissent apporter au moins une partie de la solution. Très sincèrement, si on prend les grandes méta-analyses, vous pouvez trouver un très bon résumé, par exemple chez Olivier Galland, qui a fait un article très, très simple qu'on peut retrouver sur Internet sans problème, donc sur l'ensemble des évaluations des programmes. Les méta-analyses montrent que faut être modeste, c'est-à-dire que c'est à peu près 15% de diminution éventuelle du harcèlement par les méthodes qui sont connues, qui sont efficaces malgré tout, mais qu'on ne réglera pas tout comme ça, c'est normal. Il ne faut pas oublier une chose, le harcèlement, c'est le harcèlement en milieu scolaire. Il n'y a pas une seule cause au harcèlement, et ce sont évidemment des visions systémiques, des visions multimodales qui peuvent être efficaces. Mais ce qu'on sait aussi surtout, c'est que bah, les méta-analyses, l'évaluation des programmes montrent que les conditions d'implantation de ces programmes sont aussi importantes que les programmes eux-mêmes. Que même des programmes qui ne sont pas a priori jugés comme très efficaces peuvent avoir une sorte d'effet placebo parce que les équipes s'en emparent et parce que ça devient une occasion de travailler ensemble et que ce travail ensemble est extrêmement important. Comme j'ai peu de temps, je vais simplement essayer de vous faire comprendre l'importance de cette vision collective par rapport à la lutte contre le harcèlement, à partir, je crois, de simples exemples de terrain, hein. Évidemment, vous pouvez lire beaucoup de choses que j'ai pu écrire sur ces questions-là, mais je ne suis pas là pour faire de la publicité par rapport à mes propres bouquins. Alors, j'ai personnellement travaillé pendant très longtemps sur la question plus large de la violence en milieu scolaire. La violence en milieu scolaire, on l'a souvent vue comme une violence qui était une violence d'intrusion. Et le drame, par exemple, qui vient de se passer en France avec la décapitation d'un professeur, évidemment, peut être mise dans le genre violence d'intrusion, bien que ce soit plus compliqué que ça, puisqu'on sait que certains élèves même ont été impliqués dans cette affaire de manière un peu bizarre. Bon. Mais si bien que les politiques en France ont très longtemps, presque exclusivement, été vus d'un point de vue de la violence à l'école, c'est une violence externe. Personnellement, et depuis fort longtemps, hein, ma première enquête de victimation, c'est-à-dire la prise en compte du point de vue des victimes, des élèves eux-mêmes, mais aussi des professeurs en France, elle date de 91, juin 91. Donc j'ai maintenant interrogé plus de 300 000 élèves probablement. Donc montrer très largement qu'en réalité ces faits de violence paroxystique, ces faits de violence extrêmement spectaculaires, sur lesquels donc on allait se baser pour dire pour les régler, c'est pas difficile. Policiers les écoles, on va enfermer les écoles sur elles-mêmes, etc. Et comme ça, il n'y aura plus de violence. Bon. Et c'est en réalité qu'une très très faible partie de la violence qu'il faut prendre en compte. Quand j'étais délégué ministériel, par exemple, je n'ai jamais hésité à mettre en place des formations avec les gendarmes, par exemple, sur la gestion de crise paroxystique. Mais on sait que c'est moins de 5% des cas qui viennent de l'extérieur. C'est aussi très peu de violences paroxystiques. Ce sont ce que j'appelle, moi, depuis très longtemps, des micro-violences répétées, hétérogènes. Ça veut dire quoi? C'est vrai que le terme harcèlement est un terme qui s'est un peu imposé à moi, que j'aime bien ou pas, mais c'est peu important, c'est un champ sémantique. Et un champ sémantique, c'est un champ de pouvoir.
hein. Ce qui est important, c'est cette idée de la répétition. C'est cette idée d'une répétition, mais pas d'une seule violence. Ça peut être des tas de violences différentes qui peuvent s'associer à des violences directes, physiques, verbales, mais aussi des violences indirectes, hein. Je sais que Zoé travaille là-dessus avec mon ami Sylvain Roy, par exemple, et on va se retrouver en Suisse l'année prochaine au Congrès des psychologues. C'est-à-dire, par exemple, des violences où, bah, vous savez, le petit garçon, la petite fille qui a 6, 7 ans en école primaire, c'est quoi sa grande peur? C'est de ne pas être invité à un goûter d'anniversaire. Violence, violence très indirecte en tout cas, mais quelque chose qui fait effectivement souffrir. Et si elle s'associe à des petites choses, petites bagarres, petites insultes, etc., on peut en arriver donc à quelque chose qui est plus grave, qu'on appellera éventuellement harcèlement. Le terme harcèlement, pour moi, en soi, il n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a des degrés. Il y a des degrés dans la répétition, dans la gravité, aussi dans la subjectivité qu'il va y avoir derrière tout ça. Bon. Donc tous ces petits faits, je vais très vite là-dessus, qui s'additionnent, voire se multiplient, ont des conséquences que je ne vais pas rappeler, vous les connaissez mieux que moi, ou au moins aussi bien. Apprentissage, sur le plan bien sûr psychologique, sur le plan social, etc. Bon. En mettant à jour avec ces enquêtes de victimation, donc l'importance de ces faits répétés, j'ai contribué, mais avec d'autres, hein. Vous avez eu des associatifs qui étaient là, comme Bellon par exemple, bon, qui ont joué un rôle bien entendu important là-dedans, ou une mère de famille dont la fille s'était suicidée, par exemple, mon amie Nora Fraisse, etc., qui ont joué un très grand rôle pour la prise de conscience de tout ça. Peu importe de savoir qui a été à l'origine, les victimes n'appartiennent à personne. Bon. Donc, évidemment, ce qui était important, c'était de proposer un certain nombre de choses, un certain nombre d'actions. Alors là, le côté scientifique que j'ai, bien sûr, ne suffisait pas. Il fallait aussi avoir des moyens de pression, mais surtout une vraie démonstration. Au-delà du oui, ces petits faits, bon, c'est pas très grave. Si, montrer qu'ils sont là, que c'est grave et qu'il faut compter les victimes. C'est à ça que j'aurais servi, à compter les victimes d'abord, et du coup à persuader le politique que ce n'était pas que de la violence d'intrusion, qu'il fallait travailler à l'intérieur même des établissements. Mais travailler à l'intérieur, c'est aussi dire qu'il y a des causes endogènes. Elles ne sont pas toutes exogènes. Elles ne sont pas que du fait de l'établissement. Je ne parle pas, moi, de harcèlement scolaire. Il peut quelquefois être un harcèlement scolaire quand un prof exerce du harcèlement contre un élève, ou un élève d'ailleurs contre un prof, ce qui peut arriver. Bon, mais en attendant, il y a quand même un certain nombre de causes scolaires. Ces causes scolaires, je vais les expliquer avec un exemple. Un exemple donc tout à fait important et en même temps tout à fait classique. Ce qui pour moi est devenu le centre de la difficulté pour faire bouger les équipes sur ces questions de harcèlement, c'est une vision anthropologique, une vision de l'enfant. L'enfant, alors c'est beaucoup plus net peut-être en France qu'en Suisse, je n'en sais rien, mais est considéré uniquement comme un élève, mais un élève passif, dont après tout l'expression n'est pas si importante, parce que ce qui est important, c'est la transmission des connaissances. Que le harcèlement soit un obstacle à la transmission, à l'acquisition, à la construction, à la co-construction des connaissances, est pourtant quelque chose qu'il faut toujours rappeler. Mais en même temps, du coup, avec un souhait des équipes de se débarrasser de ce problème du harcèlement en faisant faire la prise en compte de ce problème, en faisant résoudre ce problème par des spécialistes. Spécialistes externes, qui peuvent être des spécialistes associatifs, universitaires, peu importe, spécialistes internes. En France, nous avons la fonction des conseillers principaux d'éducation, par exemple, ou référents harcèlement dans un établissement, etc. C'est important qu'il y ait quelqu'un qui puisse coordonner ce type de choses, bien sûr, mais le harcèlement, ça ne se produit pas forcément toujours devant une seule personne, et ça n'est pas une seule personne qui doit résoudre le problème, c'est toute une équipe. Alors, les obstacles sont importants dans les équipes. L'exemple que je vais vous donner, je regarde le temps que j'ai déjà pris, ça va. L'exemple que je vais vous donner est un exemple réel, je vous en donnerai peut-être d'autres, qui se passe dans un collège donc, du sud de la France, qui n'est pas un collège très difficile, plus un collège très facile, avec une population mixte et une grosse population de gens du voyage, d'enfants de gens du voyage. Dans ce collège, on me dit, il faut vous intervenir, il y a des problèmes de harcèlement extrêmement importants. Bon. OK, très bien, mais qu'est-ce que vous faites? Bah, écoutez, alors il y a un groupe de profs qui dit: «Nous, on va faire de la médiation, on voudrait faire de la médiation». Les autres
profs qui répondent la médiation, ça ne sert absolument à rien, de toute manière, ce n'est pas notre boulot, etc. Dans d'autres catégories de métiers, je dirais, il y a ceux qui vont dire, bon, écoutez, le harcèlement, ça doit être pris en compte uniquement par l'infirmière scolaire, par exemple, et c'est elle qui traitera tous ces cas, ou l'assistante sociale scolaire, etc. Mais ce que je me rends très vite compte, c'est qu'il y a derrière tout ça une énorme différence entre beaucoup d'enseignants qui souhaitent qu'on traite ça uniquement par le biais répressif et une faible, enfin non, une bonne minorité qui décide plutôt, non, il faut plutôt de l'écoute, plutôt de la mise en place d'actions plus soft, je dirais, etc. Et là derrière se noue un conflit d'équipe extrêmement important. En particulier, le conflit d'équipe va se cristalliser autour de la personne du chef d'établissement. Et c'est très classique. C'est souvent le chef à qui on demande de faire le sale boulot. Le sale boulot de prise en compte du harcèlement, de la violence, de tout ce qui est, comment dirais-je, hors de la noble tâche de transmission des connaissances. Bon. Et dans cet établissement-là, donc moi j'interviens maintenant de plus en plus et presque tout le temps uniquement en interrogeant à la fois les élèves et les enseignants et tous les adultes de l'établissement et maintenant de plus en plus les parents quand j'y arrive, ce qui a été le cas par exemple dernièrement en Algérie. Et donc là, on se rend compte qu'il y a 50% des professeurs qui disent qu'ils s'entendent bien avec le chef d'établissement, 50% que le chef d'établissement est nul. Et là, on va se demander, mais qu'est-ce qui se passe là derrière? Qui a raison? C'est évidemment ridicule comme question. Tout le monde a raison ou tout le monde a tort. La question n'est pas de savoir qui, si le chef d'établissement est bon ou non, mais quel est ce conflit entre les adultes qui les empêche en fait de prendre en compte les questions du harcèlement entre élèves. Parce que si j'ai la moitié des adultes qui dit il faut uniquement réprimer et l'autre moitié il faut écouter, eh bien on passe son temps à non pas parler des élèves harcelés, mais des conflits entre adultes. Et il se trouve que 10% des adultes me répondent mais nous-mêmes on est harcelés. Nous-mêmes, on est harcelés par d'autres adultes. C'est quelque chose que je trouve sans arrêt dans les établissements scolaires, avec comme nœud la question de la punition. C'est pour ça que les méthodes qui parlent, qui osent parler, donc des questions de punition, des questions je dis bien punition, pas sanction, j'emploie volontairement le sale terme du sale boulot, hein, sont extrêmement importantes. Tant qu'on n'a pas réglé ce type de problème dans une équipe, je pense que l'implantation de programmes se heurtera immédiatement à quelque chose qui les rendra inefficaces. Que la question de la cohésion des équipes, c'est-à-dire en fait la question du climat scolaire, est importante. Alors je voudrais juste revenir un petit peu sur cette question de climat scolaire. On a souvent dit, le climat scolaire, c'est une des conditions sine qua non de lutte contre le harcèlement à l'école, parce qu'on a besoin donc d'une cohésion et d'une cohérence dans les équipes éducatives. C'est vrai que si je prends simplement la question de la médiation par les pairs, qui n'est pas forcément le programme le plus efficace, en tout cas en termes de traitement du problème, mais qui a peut-être des effets intéressants en termes donc de prévention du problème, il n'empêche que la médiation par les pairs, quand elle se met en place dans une équipe où on a la moitié des personnels qui disent ça sert à rien et l'autre moitié qui dit mais nous on y croit, eh bien ceux qui seront les otages de ce type de programme, bah, ce seront les élèves et en particulier les médiateurs. Donc on a vraiment besoin d'un accord global. Alors, climat scolaire, d'accord, mais qu'est-ce que c'est? C'est surtout pas quelque chose qu'il faut réduire au bien-être entre élèves, hein, au bien-être des élèves. C'est beaucoup plus important de le considérer comme quelque chose qui est l'évaluation par tous les acteurs d'un établissement scolaire des conditions de vie, des conditions de travail, de la qualité des locaux, de la qualité des interrelations, par exemple, de la justice scolaire, ce qui est extrêmement important. Bon. Si on a des catégories d'acteurs qui ont des points de vue négatifs sur le climat scolaire est mauvais, même si les élèves trouvent qu'il est bon, par exemple. Hein. Ça peut être au prix d'une fatigue énorme des enseignants, par exemple, qui ne sauront plus régler un certain nombre de problèmes. Le climat scolaire, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose de psychologique. C'est une notion pour moi de sociologie des organisations.
vous le faire expliquer. Tiens, je peux vous l'expliquer par un cas que Marie Cartier, avec qui j'ai travaillé dans le temps, donc a connu, puisqu'on a été sur le même établissement à l'époque. Donc, c'était extrêmement intéressant de voir dans un collège où on avait 80% des enseignants qui pensaient que le collège était beaucoup trop laxiste, qu'il n'y avait pas assez de discipline, et 80% des élèves qui pensaient que c'était beaucoup trop dur, ou en tout cas que la justice scolaire était mal appliquée. Bon, la question n'était pas de savoir si les élèves avaient raison ou si les profs avaient raison, c'était de comprendre pourquoi on avait des différences de point de vue. Pourquoi le climat scolaire vu par la catégorie d'acteurs que sont les enseignants n'était pas le même que vu par la catégorie d'acteurs que sont les élèves. Là, on pouvait comprendre ce qui se passait. On avait une équipe dans un collège qui était extrêmement difficile socialement, dans la grande banlieue parisienne, avec une population en difficulté, c'est vrai, mais du coup aussi avec un turnover des équipes qui était de l'ordre de 60%. 60% des profs qui changeaient tous les ans. Ce qui faisait qu'on avait des profs beaucoup plus jeunes, beaucoup mal formés, beaucoup en contrat précaire, et qui en tout cas n'avaient aucune cohérence ni cohésion. Il n'y avait pas d'équipe. Il n'y avait aucune équipe. Ce qui faisait que les profs, seuls dans leur classe, pour faire face à des élèves qui n'étaient pas faciles, passaient leur vie à punir. On avait par exemple dans cet établissement jusqu'à 33% des élèves qui avaient été éjectés donc de l'établissement de manière temporaire, 60% éjectés de salles de classe. Donc oui, c'était trop sévère. Mais en même temps, les profs n'avaient pas tort. Oui, ils n'étaient pas assez protégés par le collectif. Le collectif des profs, le collectif des acteurs adultes dans un établissement scolaire est une condition sine qua non pour moi de la lutte contre le harcèlement. Le bien-être des élèves, ok. Le bien-être des personnels aussi. C'est tout aussi important de lutter, je dirais, contre le harcèlement presque indirectement en travaillant sur la cohésion, sur, oui, le bien-être aussi, mais le bien-être également des adultes et pas simplement en se focalisant uniquement sur les élèves. C'est vraiment quelque chose qui, de plus en plus, avec les expériences que je peux avoir en ce moment, j'avoue que je ne travaille plus trop en France en étant fatigué de la France, j'ai beaucoup plus travaillé dernièrement à l'étranger, en particulier au Maghreb, par exemple, bon, et où je vois des choses extrêmement intéressantes, où les divisions des personnels éducatifs sont, pour moi, directement un obstacle très fort à la capacité de prendre en charge donc le harcèlement entre élèves. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Hein. Au contraire, évidemment, ça nécessite par contre, oui, d'aller dans l'établissement pour y faire de la formation directe. Juste un exemple qui, moi, m'a beaucoup intéressé, qui a été la mise en place dans un collège, là aussi difficile, un peu dans les mêmes conditions que ce qu'on a pu connaître dans l'établissement dont je parlais, d'un collège où il existait des cas de harcèlement importants. On avait fait une enquête, comme je fais toujours quand j'interviens, donc de victimation et climat scolaire. On avait pu montrer que c'était entre 10 et 15% des élèves de ce collège donc, qui étaient harcelés. Avec les mêmes difficultés de profs mal formés ou de profs qui étaient en souffrance eux-mêmes. Et avec une autre association, une positive, intéressant à travailler, c'est les personnes qui ont travaillé avec nous. C'était dans le cadre du programme ADER, auquel avait d'ailleurs participé Marie Cartier ailleurs à Lyon, où on avait parfois réussi à échouer, parce qu'il faut savoir être modeste et dire qu'on n'a jamais une solution miracle. Bon, et bien, il n'empêche qu'en accompagnant les professeurs dans les classes, en ayant en particulier aussi une très lourde formation, donc quasi hebdomadaire, avec les surveillants, avec les conseillers d'éducation, avec les professeurs de l'enseignement spécialisé, etc., on avait pu diminuer par 10, c'est quand même extrêmement intéressant, le nombre d'exclusions dans les classes, et du coup, automatiquement, dirais-je presque, diviser par 5 le nombre donc d'élèves qui étaient, ou en tout cas qu'on pouvait déceler comme harcelés. Alors ça, j'y insiste beaucoup. Hein. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps. J'avoue au début, quand j'avais dit oui, on avait 40 minutes. Maintenant, j'ai 20 minutes. Bon, bah, c'est comme ça. Donc, j'improvise un petit peu, mais vous lirez si vous en avez envie. Ce qu'il y a de vrai, c'est que là, la question
pour moi maintenant de plus en plus centrale, c'est cette question de la justice scolaire. C'est effectivement cette question de l'acceptation simplement, déjà simplement réfléchir sur cette chose-là, non pas en disant c'est bien ou c'est mal, mais en disant c'est pas efficace, en disant il faut chercher autre chose. Et ça va dépendre de la capacité de chaque équipe. Bien sûr, il y a des programmes qui vont être intéressants. On va pouvoir accompagner une équipe avec des gens qui eux-mêmes sont déjà bien formés à un certain nombre d'approches, que ce soit la méthode Picasso, que ce soit Kiva, que ce soit la médiation, que ce soit la discipline positive. Vous savez, très intéressant. Et on se rejoint beaucoup de toute manière sur des choses qui sont de l'ordre, ben oui, d'une certaine discipline coopérative, de l'importance de la parole. On a beaucoup de choses qui sont très connues dans tout ce qui a été les mouvements d'éducation nouvelle, dont on possède tous plus ou moins quand on travaille en éducation, hein, même si ce n'est pas toujours le cas malheureusement quand on est enseignant, où ça reste quand même dans certains pays quelque chose qui est de l'ordre d'une diabolisation de ces pédagogies-là, on le sait bien. Bon, où on est censé être presque des ennemis de transmission des savoirs quand on ose parler coopérative. Ce n'est pas le cas au Québec, c'est peut-être pas le cas en Suisse, en tout cas c'est encore en grande partie le cas en France. Bon. Mais en attendant, on a là cette nécessité d'une coopération, oui, très forte, qui est une condition sine qua non. C'est véritablement, oui, le travail collectif. Alors ça, bien sûr, ça nécessite beaucoup de changements sur la formation. Que voulez-vous, si la socialisation professionnelle des enseignants reste faire des bêtes à concours où la seule chose qui compte, c'est la transmission d'une connaissance qu'ils ont sans aucun doute, hein, sans véritablement réfléchir sur une transmission collective, sur une construction collective, ben, on n'a pas beaucoup avancé, on n'avancera pas beaucoup sur une, je dirais, véritable prise en compte globale de ces problèmes de harcèlement à l'école. Voilà, j'ai été beaucoup trop vite et en même temps un petit peu dépassé le temps, mais c'est quand même que 2 minutes. Je suis, je pense, dans l'ordre du coucou suisse.